Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Alors que toute la classe politique congolaise en appelle à un dialogue national inclusif pour tenter de juguler la crise multiforme dans laquelle est plongé le Congo-Brazzaville, le régime de Brazzaville a plutôt opté pour une concertation politique, concertation organisée à Madingu du 25 au 26 novembre 2020. Un seul point à l'ordre du jour, la gouvernance électorale. Les participants à cette concertation, notamment ceux des partis politiques de la majorité présidentielle et ceux des partis politiques de l'opposition, sont tombés d'accord pour l'organisation des élections présidentielle en mars 2021, notamment en respectant bien sûr les délais constitutionnels. Mais en plus, ces conclusions doivent requérir une décision finale, celle bien entendu de Denis Sassou Nguesso. Alors que tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso est aussi le président du Parti congolais du travail, il est également pressenti candidat à cette même élection. Voilà pourquoi aujourd'hui, Droit de savoir revient sur cette concertation, notamment dans son contexte. La problématique et un peu les questions, sinon les points qui y ont été débattus. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui Monsieur Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Bonjour, Monsieur Clément Mirassa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Une concertation a eu lieu à Madingu du 25 au 26 novembre dernier. Des conclusions ont été arrêtées. Ces conclusions attendent encore l'aval de Denis Sassou Nguesso. Mais qu'à cela ne tienne, de manière concertée, les participants ont décidé que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Que vous inspirent ces conclusions? Ils ne sont pas arrivés à un consensus. Et quand vous suivez les déclarations d'un certain nombre de participants, notamment ceux qui se réclament de l'opposition congolaise, en fait, ils ne sont pas tombés d'accord sur les délais constitutionnels. Parce qu'il semblerait qu'il y en avait qui étaient partis à Madingu pour obtenir le report des élections, parce qu'ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour tenir une élection présidentielle apaisée, libre, transparente et démocratique en 2021. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de déclarations, même si en partant de Madingu, certainement dans l'ère de Madingu, elles semblaient très optimistes. Mais à Brazzaville, je crois qu'elles ont changé de contour. Et visiblement, Madingu, comme l'ont dit certains d'entre eux, n'aura été qu'un rendez-vous manqué. Et il est manqué, c'est très grave pour les Congolais. Non, mais vous dites un rendez-vous manqué alors que la présidente de votre plateforme politique de l'opposition, l'IDC FOCAD, en la personne de Claudine Mounari, a déclaré devant la presse que le Congo est en paix, la concertation était une action préventive et qu'il faut d'ailleurs féliciter le ministre Raymond Zéphirambulu. Bon, vous savez qu'on est en démocratie, je ne partage pas son avis. D'ailleurs, pour témoigner ce que je dis, prenez rien que le communiqué final. Vous savez, le communiqué final commence par les termes suivants, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça veut dire quoi? Aucun texte n'a été signé ni par le gouvernement, ni par le Président de la République pour convoquer cette concertation. Et ils ne l'ont pas fait pourquoi? Il suffit de réfléchir. Ils ne l'ont pas fait parce que ce n'est pas prévu dans les textes. Ce qui est prévu dans les textes, c'est la tenue, je dis des textes de façon constitutionnelle. C'est la tenue d'un dialogue, d'un conseil national de dialogue. Et je crois que vous avez déjà dit sur un de vos plateaux que Mbéry Martin n'est plus visible. Et ce qui s'est fait, à mon avis, ne s'est pas fait conformément aux lois et règlements de la République. Revenons sur le contexte de l'organisation, sinon de la convocation de cette concertation. Je l'ai rappelé d'entrée de jeu que le Congo est en pleine crise multiforme et qu'à cette concertation, un seul point a été débattu, c'est la gouvernance électorale. Vous pensez que c'était une urgence, une priorité? Pour les Congolais, ce n'était pas l'urgence. Les voix s'élèvent au Congo depuis très longtemps pour réclamer, sinon exiger, la tenue d'un véritable dialogue national inclusif qui aborderait
toutes les questions, notamment celles qui regardent et qui concernent la grave crise multidimensionnelle que le Congo connaît. Vous savez bien, monsieur Christian Perrin, qu'aujourd'hui le Congo traverse une grave crise. Il est même prévu qu'au cours de cette année, le taux de croissance soit pratiquement négatif. Parfois, il est même prévu négatif à 2 chiffres. Vous savez bien que les retraités ont pour la plupart au moins 25 à 28 mois de retard des salaires. Vous connaissez la situation des étudiants. Vous savez bien que le Congo a signé le 11 juillet 2019 un accord avec le Fonds monétaire qui est suspendu jusqu'à présent. Vous savez bien qu'au mois de mai de cette année, le Congo a introduit au niveau du Fonds monétaire international une demande d'aide d'urgence à cause de la COVID-19 de 300 millions et que jusque-là, il n'y a pas la réponse du Fonds monétaire, alors que vous savez que tous les pays tout autour de nous ont déjà eu à bénéficier de cette aide. Non, je crois qu'il y a un véritable problème et les Congolais souhaitaient justement la tenue d'un dialogue national inclusif dans lequel l'aspect de la gouvernance électorale serait pris en ligne de compte. Et on veut faire croire tant aux Congolais qu'à l'opinion internationale que le seul problème brûlant aujourd'hui, c'est la gouvernance électorale, ce qui est faux. Et ce qui, à mon avis, ne touche pas le quotidien des Congolais. Même si cette élection a lieu en mars 2021, les problèmes des Congolais dans leur ensemble ne seront pas résolus. Et ce qui préoccupe les Congolais aujourd'hui, c'est la résolution de leurs problèmes quotidiens. Et ça, les Congolais sont en pleine souffrance. Ils vivent difficilement cette situation. Et donc, quel intérêt vous accordez finalement à ces conclusions et est-ce qu'elles sont rassurantes pour l'élection qui arrive? J'ai l'avantage d'intervenir après la concertation, mais nous avons intervenu avant. Vous avez parlé de la déclaration de la présidente de la fédération. La fédération a pris position. Les 3 composantes de la fédération de l'opposition congolaise, nous avons rejeté ça. Et nous nous sommes basés sur les concertations antérieures en disant qu'elles n'ont en rien fait évoluer la gouvernance électorale dans le pays. Prenez un exemple. Prenons l'exemple de 2016, 2015, 2016. On a eu un référendum, on a eu l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élection présidentielle a été contestée. Et quand bien même on parle de la gouvernance électorale à Madingu, mais je n'ai pas vu une appréciation des problèmes qui ont été posés pour que l'élection en 2016 soit contestée. Je vous prends un exemple simple. Il y a eu coupure de l'Internet à cette période. Pourquoi on n'en a pas parlé? Le ministre de l'Intérieur que l'on propose toujours pour proclamer les résultats a proclamé les résultats à 1h du matin, à l'insu de la connaissance des autres candidats. Les candidats n'ont pas pu obtenir immédiatement les résultats immédiats pour qu'ils puissent préparer les recours. Vous pensez que ces problèmes-là ne devraient pas être évoqués à Madingu? Et en plus, si on doit parler du libre accès de tous les candidats ou de tous les Congolais aux médias d'État, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on doit parler de ce qui s'est passé à partir du 4 avril 2016, c'est-à-dire tous ces événements malheureux, dramatiques, qui se sont prolongés jusque dans le pool, ça veut dire quoi? À l'occasion de cette élection, on devrait poser le problème de la sécurité. On devrait poser le problème du ramassage des armes sur toute l'étendue du territoire national. Et vous avez, pour ceux qui ont suivi l'élection de 2016, ils ont suivi le calvaire que Jean-Marie Michel Moukoko a vécu quand il est arrivé de Bangui, comment il a été caillassé à l'aéroport, comment on a fait pour qu'il soit convoqué à la DGST le jour même du démarrage de la campagne. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment la garantie de la libre circulation des candidats et des citoyens, notamment la garantie pour les uns des autres du droit de manifester et du droit de se rassembler, à partir du moment où et le gouvernement ou les participants veulent occulter ces problèmes, ils ne veulent pas résoudre les problèmes de paix. Quand on veut résoudre les problèmes de paix, et on a eu 5 ans pour ça, on devrait réfléchir sérieusement, faire intervenir toutes les intelligences congolaises, parce que la période des élections est toujours vécue par les Congolais comme une période de peur qui entraîne les conflits. Et pour moi, fondamentalement, ces problèmes n'ont pas été abordés. Et en ça, Madingu est un échec cuisant. Et il faut le dire franchement. Maintenant, quand on vient à la concertation qui est organisée, il faut se référer
au communiqué final pour se rendre compte qu'il y a eu toute une architecture qui a été montée. Quand vous lisez ce communiqué final, au début, vous avez quoi? Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça veut dire qu'aucun texte n'a été pris. Et le gouvernement a craint d'être en porte-à-faux avec le texte constitutionnel qui met en place le Conseil national du dialogue. Mais lorsque nous poursuivons l'analyse de ce texte, nous regardons que les travaux d'ouverture ont été placés sous la responsabilité du vice-premier ministre Firmin Ayessa, qui est en même temps membre du bureau politique et qui est en même temps la personnalité qui, lors du congrès du PCT de 2011 et du congrès de 2019, a été celui qui a toujours lu le message du président du Parti congolais du travail aux congressistes. Donc, vous voyez à quel niveau ça se trouve, d'autant que M. Firmin Ayessa a été vice-président lors de l'organisation de ce congrès. Quand nous descendons un peu plus bas, nous arrivons au présidium. Le présidium, vous avez alors quelque chose de fantastique. 2 membres du bureau politique, à savoir Pierre Mabiala et Colinet Makosso. Et vous avez 2 membres du comité central, à savoir Raymond Zéphirin Boudou et Charles Ngafoumou. Vous pensez que vous pouviez vous attendre à quoi? Allons à un niveau plus bas. Le secrétariat est assuré par le préfet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boudou. Et quand vous allez aux commissions, l'une des commissions, la première commission, est présidée par le premier président de la Cour suprême, M. Henri Bouka, qui est en même temps président de la Commission nationale électorale, enfin, soi-disant indépendante, qui est contesté actuellement parce que les gens estiment que M. Bouka ne devait pas pouvoir accumuler ces 2 positions. Il y a un conflit d'intérêts selon les voix qui ont commencé à s'élever. Et l'autre commission est présidée par qui? Antoine Evundou, le directeur général des affaires étrangères. Donc, le schéma de cette concertation a été bien ficelé pour que de haut en bas, ce soit une affaire du Parti congolais du travail. Et je suis sûr... Donc, on donne finalement raison à ceux qui ont pensé que c'était vraiment une concertation du Parti congolais du travail et de leurs amis. C'est une concertation du Parti congolais du travail. Et vous avez vu que dans le coup de gueule qu'on a attribué à Pascal Tchati Mabiala, lorsque les débats semblent achoper, qu'est-ce que Tchati Mabiala entend dire? C'est le secrétaire général du PCT qui lui dit, ben, écoutez, s'il n'y a pas de consensus, on va au vote. Et Tchati Mabiala est surpris parce que tel que ça a été composé, ben, Tchati Mabiala lui-même a reconnu. L'opposition était représentée au tiers. Mais les 2 tiers, c'est qui? Mais c'est bien la majorité et le pouvoir. Donc, c'était ficelé de sorte que... Et en plus, ce qui me préoccupe, moi, monsieur le journaliste, c'est que tout est contrôlé par des partis congolais du travail qui non seulement a un président qui n'est pas en conformité avec la loi, parce qu'il est président du comité central et président de la République, mais en plus que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, parce que lui-même, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, a violé et la Constitution et la loi sur les partis. Et le Parti congolais du travail, d'après la loi qui a été initiée par M. Raymond Zéphirin Boudou et qui a été adoptée par le Parlement, le Parti congolais du travail, par rapport à l'article 31 de cette loi sur les partis, aurait dû être sanctionné. Mais est-ce qu'il est possible que le membre du comité central sanctionne le parti dont il est membre sans l'autorisation du président du Parti congolais du travail, qui n'est rien d'autre que le président de la République? Voilà un peu cette architecture que je voulais vous révéler. Parce que beaucoup qui ont été à Madjingu n'ont certainement pas réalisé ça dans les débats et dans la salle, mais c'est bien cette configuration. Et c'est pour ça que Pascal Tchati Mabiala, lorsqu'il constate ça, il finit par dire quoi? Mais que tout avait déjà été réglé à Brazzaville. Est-ce qu'on peut parler d'une compromission de ces représentants de la partie, en fait, de l'opposition congolaise, d'autant plus que pour rendre les conclusions publiques par un communiqué final, il faut bien qu'il y ait l'accord de tous les participants. Je crois que c'est comme ça que ça se passe dans des concertations. Du moment où on a lu un communiqué final et que l'opposition qui a pris part à cette concertation n'a pas contesté officiellement, on suppose qu'ils étaient d'accord. Non, monsieur le journaliste, il faut quand même rétablir la vérité. Ce que l'opposition a obtenu, c'était que dans le communiqué final,
les points de désaccord apparaissent. Et je sais que ça, ils l'ont obtenu. Donc, en fait, comme ils l'ont dit, le communiqué final, s'il reflète véritablement ce qui s'est passé dans les travaux, devrait faire ressortir qu'il n'y a eu qu'un seul point d'accord et sur les 3 points essentiels, il n'y a pas eu d'accord. Et c'est pour ça que lors de la conférence de presse que l'opposition a tenue ici, elle s'en est remise à l'arbitrage du président de la République, mais qui, nous le disons encore, est président du Parti congolais du travail dans une situation difficile et je ne sais pas dans quel sens cet arbitrage pourrait se faire pour rassurer les Congolais et surtout redonner confiance aux institutions parce que ça pose véritablement le problème de la confiance que les Congolais doivent avoir en leurs institutions. Telles que les choses sont parties, le PCT ne va pas reculer et ça on le sait. Les élections auront lieu, la conclusion, prendre en compte ou pas, le PCT va appliquer ce qu'il avait déjà programmé. À ce moment-là, qu'entend faire l'opposition congolaise? Je vais vous lire ici quelques extraits des décisions qui avaient déjà été prises sur ce qui a été discuté. Parce qu'on a le sentiment que dans cette affaire, on tourne en rond. Ce fameux problème des listes électorales, de maîtrise du corps électoral. Et ça remonte de très longtemps. Ça remonte, c'est depuis 2009, depuis la concertation. Je n'ai pris part à aucune concertation, mais depuis 2009, ça revient. Mais je prends ici ce qui a été décidé, ce qui a été abordé à Dolisie. Et qui me fait dire, je me demande s'il y a du sérieux à un moment dans ce que nous, les acteurs politiques, nous faisons. Il s'est agi à Dolisie de quoi? Il y a eu une commission qui était chargée d'examiner ce que l'on appelle la méthodologie de détermination du code électoral. Et cette commission était présidée par M. Antoine Evundu, secondé par Auguste Célestin Bogarankoua. Écoutez ce qui a été dit à cette occasion. La méthodologie proposée par l'administration, consistant à déterminer le code électoral au moyen d'une révision des listes électorales, n'est pas de nature à permettre une bonne mise à jour du fichier électoral. Deuxième point, l'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix sociale dépendent d'une bonne maîtrise du code électoral. Troisième point, lors de la concertation politique des Vaux en 2011, il avait été convenu d'organiser les élections législatives sur la base des listes électorales révisées compte tenu des délais impartis. Les scrutins à venir devant faire l'objet d'un recensement administratif. Vous voyez que tout ce qui est dit est clair. Avec l'approche, la méthodologie en passant par la révision des listes électorales, on ne peut pas régler le problème de la maîtrise du code électoral. C'est Antoine Evundu, le directeur général des affaires électorales, qui a présidé la commission. Et ils disent eux-mêmes que s'il n'y a pas cette maîtrise, on ne peut pas avoir des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Et vous voyez qu'en 2020, on revient pour dire il faut qu'on aille à la révision extraordinaire des listes électorales. De qui se moque-t-on? Il n'y a pas de cadre dans ce pays. Quel est le problème qui s'est posé depuis qu'on parle de ce problème? Depuis 2013 jusqu'à ce jour, le ministre Mboulou a organisé combien de recensements administratifs? Aucun. Le recensement administratif spécial qui a été organisé à la suite de Dolisie en 2014 a été contesté. Veut-on organiser dans ces pays des élections libres, démocratiques et transparentes? Je dis non. Et c'est pour ça que je dis que la concertation n'aurait pas dû avoir lieu. C'est depuis 2017 et 2018 qu'on aurait dû commencer à avoir des concertations et c'est le travail quotidien des cadres du ministère de l'administration du territoire. Je suis même amené, monsieur le journaliste, à me dire, mais devant autant de défis qu'on n'arrive pas à relever, pourquoi il n'y a pas un département ministériel qui s'occuperait de la transparence de façon générale et de la question des élections de façon particulière? Parce que j'ai le sentiment, moi, comme beaucoup de Congolais, et ça, ils n'ont pas mis dans l'ordre du jour. L'audit, les élections coûtent combien au Congo? On entend parler de 25 milliards. Il y a un audit après pour faire le point? Non. Il y a finalement comme une tendance à mettre en exergue beaucoup plus les aspects d'argent et de caisse que les aspects de bonne organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Et c'est depuis 2002 que les voix s'élèvent dans ce pays pour avoir ne serait-ce qu'un dialogue exclusivement penché vers
les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Et ça fait bientôt près de 20 ans qu'on n'arrive pas à les avoir. J'en profite pour retomber sur un autre problème. C'est le problème de la Commission nationale électorale indépendante. On a beau dire beaucoup de choses, je suis très heureux que Pascal Tchati Mabiala ait insisté sur cette question. Mais la Commission nationale électorale indépendante du Congo, soi-disant indépendante, elle n'est pas indépendante. Elle n'est pas conforme aux standards internationaux, notamment la déclaration de Bamako de novembre 2000. Et si on va vers la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, on va faire exactement le même constat. Et pour les frères et les sœurs, notamment qui ont été à Madingu, je rappelle tout simplement que nous avons un document que nous avons signé avec le président Sassou en 1997, où nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Pourquoi il est maintenant difficile d'appliquer ça? Alors on tourne en rond et on essaye de justifier un certain nombre de choses. On vient vous le dire maintenant que c'est le ministre de l'Intérieur qui va proclamer les élections. Il le fera certainement à 1h30 du matin. Et une fois qu'il l'aura proclamé, est-ce qu'il aura remis immédiatement les documents relatifs aux différents candidats ou qu'il se prépare au recours? On n'en est pas sûr. On ne sait pas si en 2021, il y aura la coupure de l'Internet, tous les autres aspects. Donc, à mon avis, et je signale aussi en passant que nous avons eu une rencontre citoyenne avec le président du Conseil de la liberté, du Conseil supérieur de la liberté de communication, où nous avons abordé un problème qui aurait dû faire l'objet d'une préoccupation au niveau de Madingu. C'est la communication politique, avec ce problème qui a déjà été abordé, celui de la campagne électorale déguisée, qui se passe sur l'ensemble du territoire du pays, alors qu'il y a des textes qui prévoient des sanctions et personne n'a été sanctionné. C'est là où je dis, de façon claire, le constat est clair. Si nous ne réglons pas le problème du président de la République qui est en même temps président du Parti congolais du travail, si le ministre de l'Intérieur n'applique pas les sanctions qui sont prévues dans la loi sur les partis, si tout le monde sait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, mais qu'il ne peut pas être sanctionné, la conclusion, c'est qu'en 2021, nous ne vivrons pas une élection libre, transparente et démocratique, voire même apaisée. Vous êtes posé une question, moi je m'en tiens un peu là. Vous avez dit de qui se moque-t-on? Mais n'est-ce pas de cette opposition qui est incapable de contraindre le pouvoir à exécuter ou à respecter la Constitution? Est-ce qu'on est incapable? On revient toujours sur ce débat. Les amis ont été à Madingu, ils ont dit que c'était bien. Ils nous critiquent parce que, soi-disant, nous faisons la politique de la chaise vide. Non, aujourd'hui, au moins, les problèmes sont posés. Et je souhaite que les amis de l'opposition qui étaient à Madingu prennent le relais de compléter le constat qu'ils ont fait en disant que aujourd'hui la situation du Congo est complexe parce que le président de la République est en même temps président du Parti congolais du travail. Et il faut que les Congolais règlent ce problème. Ce que je dis, M. Perrin, c'est quoi? Puisque Madingu n'a pas réglé un certain nombre de problèmes, puisque l'opposition souhaite avoir l'arbitrage du président de la République. Mais le président de la République se retrouve dans une situation de juge parti, même de partisans, puisqu'il est président du Parti congolais du travail. D'après vous, l'issue, c'est quoi? Mais c'est d'aller à un dialogue national inclusif qui se chargera d'approfondir la question de la gouvernance électorale à partir de ce qui a été fait à Madingu, mais qui en plus abordera les autres aspects de la vie économique, politique, économique, sociale et financière, voire même culturelle du pays. C'est à ça que je dis. C'est pour ça que je dis l'opposition, en ayant pris une position qui a fait que les accords ont été mentionnés. Le président de la République était dans une situation délicate où il est jugé parti. À mon avis, il faut faire quoi? Et il faut aller vers un dialogue national inclusif. Aujourd'hui, il ressort que Denis Sassou Nguesso ne veut rien savoir d'un dialogue national inclusif. De toute façon, il avait dit et insisté, il n'y aura plus jamais au Congo, surtout pas pendant que lui il est président de la République, un événement extraordinaire. Il faisait allusion à la conférence nationale souveraine. Comme quoi, il ne sera jamais pour un dialogue national inclusif. Que doit faire maintenant l'opposition congolaise
pour l'y contraindre? C'est ça, en fait, le vrai problème. Il s'agit d'une question de stratégie. Et je pense, monsieur le journaliste, vous comprendrez que nous n'allons pas venir déjà étaler nos stratégies. Je crois que c'est un problème que nous avons à cœur. Mais je pense que devant la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, même si on allait à une élection en mars 2021, les problèmes de la société congolaise sont tellement grands, graves et pendants que je ne vois pas. La preuve, le gouvernement n'a pas été capable d'y apporter la solution. Et je ne crois pas que ce sera l'élection de 2021 qui va donner un coup de pouce. Il faut, à mon avis, que les Congolais se retrouvent, que le gouvernement reconnaisse, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel, qu'il y a des limites et qu'ils ont atteint un niveau où ils ne peuvent pas apporter les solutions, mais il faut appeler les compétences. Les compétences, elles sont nombreuses. Dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, au Congo, et je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Congolais qui font beaucoup de propositions, etc. Et je crois que s'ils se retrouvent, ils sont capables d'avancer et de faire bouger les choses. Il n'y a plus de raison qu'ils ne convoquent pas un dialogue national inclusif. Mais on se rend compte qu'il est resté figé sur sa position et qu'un dialogue national inclusif probablement le rappellerait la conférence nationale souveraine, comme je l'ai dit tantôt. Quelle garantie pour Denis Sassou Nguesso pour qu'il cède à un dialogue national inclusif? On a beaucoup de peur sur cette question alors qu'on ne devrait pas en avoir. Le Conseil national de dialogue n'a pas encore été formellement mis en place. Le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue a déjà été nommé. Il a déjà eu un certain nombre de contacts avec la communauté internationale, les ambassadeurs, et il a commencé les contacts avec les Congolais. Il a lancé ce qu'il a appelé le processus constitutionnel d'un dialogue national sans exclusive. Mais Mbéri Martin était déjà très avancé. La première phase, quand vous parlez de garantie, mais la personne qui était très bien placée pour évoquer et négocier ces garanties, il apparaissait que c'est M. Mbéri Martin. Est-ce qu'il y a une crise de confiance entre M. Mbéri Martin, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, et le président de la République qui l'a nommé? C'est lui qui l'a nommé. Donc, je pense que s'il y avait des garanties à négocier, la personne aujourd'hui la mieux placée qui a commencé à faire le travail, c'est M. Mbéri Martin. Il a même commencé à écouter. Il a le jeu des premiers contacts qu'il a eus. Donc, il a déjà commencé à entendre les voix des Congolais. C'est donc lui qui devrait permettre de jouer, puisque dans son programme, il était prévu qu'à la fin, il déposerait pour exploitation et décision à prendre un rapport au président de la République. Donc, je crois que le problème de garantie ne se pose pas. Il est bon que les Congolais se parlent. Et je crois que c'est même là que les institutions, nos institutions, ont un problème. Vous voyez, quand vous prenez la rencontre citoyenne que nous avons eue avec le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, avec M. Philippe Mvo. M. Philippe Mvo a mis en place une démarche en deux phases. Une première phase où il a rencontré les acteurs politiques sans exclusive. Paul Makaya, la Fédération de l'opposition congolaise, la majorité, le centre. Et après avoir rencontré tout le monde, il a circonscrit le problème et on a eu une journée, je crois que je ne sais pas si c'était le 7 octobre, une rencontre citoyenne avec Philippe Mvo où tout le monde était présent et ça n'a posé aucun problème. Les gens se sont exprimés librement. Philippe Mvo a fait état de son rapport, des problèmes qui ont été soulevés, et Philippe Mvo nous a dit qu'après ça, il va transmettre son rapport à qui de droit, c'est-à-dire Monsieur le Président de la République. Maintenant, nous attendons qu'il nous transmette notre part de rapport. Mais au moins, cette démarche n'a pas eu d'accroc. Pourquoi celle de Mbéri posait des problèmes? Vous voyez, monsieur le journaliste, quand nous parlons, on dit, et ils ne font que critiquer, on ne propose rien. Vous trouvez normal qu'au moment où on parle de la réduction du train de vie de l'État, où les retraités n'ont pas de pension, où les étudiants n'ont pas de bourse, vous trouvez normal qu'on déplace des Congolais à Madingou avec soi-disant, bon, c'est ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux, des perdièmes d'1 500 000 ou des perdièmes de 2 500 000, etc. Ça veut dire quoi? Déjà, les Congolais ont boudé cette réunion de l'appel à propos du 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à Brazzaville. Ils ont pensé que les Congolais avaient d'autres préoccupations que ça.
Est-ce que c'est normal? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, est-ce qu'il est normal qu'on puisse accorder de l'importance à un sujet comme la gouvernance électorale et la préparation d'une élection apaisée, libre, démocratique, crédible et transparente, et qu'on découvre l'ordre du jour à Madjingu? Est-ce que c'est sérieux ça? Il n'y a pas de compétences depuis 2017 que s'est tenue la concertation de Ouesso. Et pourtant, il s'agit de quoi? Il s'agit de rassembler un certain nombre de cas. Et quand vous prenez un certain nombre de recommandations qui ont été faites, je prends par exemple la recommandation sur le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Franchement, ça dure depuis 2011 à Evo. Depuis 2011 à Evo, le gouvernement congolais n'est pas capable de mettre quelques Congolais ensemble pour rédiger et élaborer un projet de loi. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? C'est un manque de volonté politique. C'est la même chose que le problème de la déclaration du patrimoine. Parce que vous voyez, la plupart des responsables des institutions, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas déclaré leur patrimoine. Lorsqu'on vous dit, le ministre de l'Intérieur dit les partis sont conformes. Le Parti congolais du travail n'est pas conforme. Si je cite au moins 10 partis qui ont des responsables, qui ont été élus ou nommés à des hautes fonctions, qui n'ont jamais déclaré leur patrimoine, mais vous allez voir au moins qu'il y a 10 partis, et vous voyez le scandale. Mon frère Libongo, il était même déjà dit à l'aéroport pour partir, parce que son parti figure dans la liste des 45 partis qui ont été publiés, la liste qui a été publiée par le ministre de l'Intérieur. Et c'est à l'aéroport qu'on lui fait, dit-on, dire à travers d'une ordonnance du ministère de la Justice que son parti n'est pas conforme à la loi. Est-ce que vous trouvez ça sérieux au niveau des institutions? Nous avons un réel problème. Mais il ne faut pas qu'on profite des institutions pour régler des problèmes, des problèmes de conflit et des problèmes d'hommes. À ce moment-là, on raisonne en termes d'hommes d'État et on voit les choses de façon sereine. Mais qui aurait pu poser le problème? Et ça n'a pas été posé. De la neutralité de l'administration. Du côté partisan de cette administration. Comment on fait? On déclare certains partis conformes alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Mais parce qu'on est partisan. Alors, vous pensez que le ministre de l'Intérieur, qui est membre du comité central, qui est appelé à proclamer les résultats, vous pensez que demain, quel que soit l'issue des résultats, il peut venir vous proclamer une élection pour dire que le président s'est battu? Je ne crois pas à ça. Et c'est pour ça que dans la plupart des pays africains, il est souvent dit qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. Parce que, in fine, même la personne qui va à la proclamation, ce n'est pas une personne indépendante. Et c'est dommage que Madjingu n'ait pas pris tous ces aspects en ligne de compte. Et je crois que nous devrions en tirer les leçons. Mais maintenant que la sonnette d'alarme est tirée, on sait qu'il n'y a pas eu d'accord. On sait que c'est un rendez-vous manqué. Et on sait que Pascal Tchati Mabiala a déclaré à nos frères et amis de la majorité, que vous avez détruit le peu qu'on a pu mettre ensemble. Bon, on fait comment? À vous entendre, depuis le début d'ailleurs de cette émission, j'ai l'impression qu'on est là devant un cocktail explosif. Alors, s'il y avait un conseil à donner à toute la classe politique congolaise, que leur direz-vous? Écoutez, on va bientôt entendre un discours de fin d'année. À chaque fin d'année, on dit quoi? L'appel lié au dialogue. Il faut que le dialogue se fasse de façon franche et sincère. Si le dialogue n'est pas fait de façon sincère, franche et sincère, on a le sentiment qu'il y a comme un cocktail. Aujourd'hui, le Congo a des problèmes. Il faut que les Congolais s'asseyent. Sinon, on fait comment? Regardez, nous qui sommes à l'opposition, nous n'avons pas oublié ce que nous avons vécu. J'ai été en 2015 à un meeting à Pointe-Noire. Et à l'issue du meeting de Pointe-Noire, après le meeting, je me suis vu interdire l'accès dans l'avion pour rentrer à Brazzaville. Comme quoi, je devais être mis en état d'arrestation. Ça veut dire quoi? Si on n'a même pas cette liberté de circulation, cette liberté de rassemblement, cette liberté d'expression, on va où? Mais les gens disent, et je préfère vous le dire avec un brin d'humour, on dit, oh, Mirassa fait beaucoup de bruit, son parti, c'est une coquille. D'ailleurs, son parti est formé de qui? Son parti est formé de sa femme et de ses enfants. Mais ceux qui ont des partis qui gagnent toutes les élections, ils ont amené le pays où? Dans le chaos, dans le gouffre. Et on ne s'en sort pas. Ils ont gagné, ils ont tout gagné.
Toutes les élections, législatives, sénatoriales, tout, ils ont tout gagné. Mais le pays est où? La catastrophe. Et quand on prend les indicateurs statistiques, on est peiné de voir qu'un pays aussi riche que celui-ci se soit retrouvé dans cette situation. Et on ne devrait pas se permettre de continuer à faire le jeu comme ce qui s'est fait à Madingu. Je m'excuse pour ces frères qui sont partis là-bas et pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais on devrait arrêter ça. Et on devrait vraiment écouter le son de cloche que le Fonds monétaire a lancé en nous demandant de nous remettre en cause, en nous demandant d'abandonner les pratiques de gestion calamiteuses et scabreuses du passé pour nous mettre à la modernité, à la gouvernance, à la transparence. C'est ça qu'on nous demande. Et lorsque vous voyez que nous n'arrivons même pas à régler un problème au niveau de la lutte contre la corruption, ça veut dire que nous avons choisi un système qui ne sait que protéger ceux qui se sont servis, ceux qui se sont enrichis, mais d'enfoncer les Congolais dans leur grande majorité, dans la situation misérable dans laquelle ils propissent aujourd'hui. Vous parlez de la composante JM, donc Jean-Marie Michel Mokoko, mais curieusement, on vous a vu, quand je dis on vous a vu, donc l'opposition qui a pris part à la concertation n'a même pas fait état de la libération de ces prisonniers politiques. Curieusement. Je ne sais pas, quand j'ai lu l'ordre du jour, cet ordre du jour, comme mon frère Tsatima Biala l'a dit, parce qu'il a dit que les affaires semblaient avoir été déjà organisées à Brazzaville. Ce n'était pas prévu, mais il me semble que dans les débats, je n'ai pas pris part au débat. Il est possible que dans la salle qu'ils aient souhaité que ce problème soit inscrit. Je ne sais pas. Je n'ai pas discuté avec les frères qui ont été là-bas, etc. Mais je pense que pour la fédération, la libération de Jean-Marie Michel Mokoko, d'André Okombe Salissa, des autres prisonniers politiques, c'est un problème d'actualité. C'est d'autant plus d'actualité. Pourquoi? Et j'évoquais ça quand je parlais de l'élection de 2016. Parce qu'il faut enlever de l'esprit et de la tête des Congolais que chaque fois qu'il y aurait un candidat sérieux au Congo, en dehors du candidat au pouvoir, que son chemin, c'est d'aller en prison. Parce qu'il faut enlever ça chez les Congolais. Je vous ai dit, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je vous ai dit que je regrette que dans les problèmes qui ont été abordés à Madingu, le problème de la sécurité et du ramassage des armes n'ait pas été abordé avec beaucoup de sérieux et qu'on lui accorde une priorité de premier plan. Soit, ce n'est pas trop tard, parce que depuis 1997, on sait ce qu'on a vécu dans le pays, il n'y a jamais eu une opération de ramassage des armes sur toute l'étendue du territoire national. Et je crois que lorsqu'on approche les élections, c'est un problème qu'on devrait mettre en exergue pour qu'il soit résolu et que les Congolais puissent être rassurés de ce que, évidemment, ils peuvent vivre en paix et qu'il n'y aura pas la perturbation de la paix. Merci, Monsieur Mirassa. Je crois que tout a été dit, au moins pour cette édition de notre émission Droit de savoir. Je vous dis donc merci d'avoir accepté notre invitation. À vous aussi, chers téléspectateurs et chers internautes. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement sur le même plateau, le même canal, avec le même plaisir. Merci. Merci beaucoup, Christian. Tout le plaisir a été pour moi de venir à ton plateau. J'espère que chaque fois que cela sera possible, je répondrai toujours à l'appel et j'espère que j'apporterai ma contribution pour le jeu démocratique. Nous avons un combat, nous avons choisi de le mener. Nous pensons que nous le menons pour l'intérêt des Congolais. Et nous avons un objectif qui est clair. Nous ne souhaitons pas être divertis par des petits problèmes, par des petites agitations. Nous ne céderons pas à cela. Et nous avons droit, et moi j'espère que tu nous aideras dans le combat qui est le nôtre pour que nous apportons notre contribution à la compréhension de ces problèmes par les Congolais. Merci beaucoup et à la prochaine. En tout cas, notre plateau reste ouvert à tout le monde. Merci beaucoup, Christian. Audio Jungle.